Alors, on continue le travail sur les applications linéaires. Et là, on va voir la notion de l'image et le rang d'une application linéaire. Alors, j'ai toujours deux espaces vectoriels E et F, qui sont en l'occurrence Km et Kn. Et je prends une application linéaire F de E vers F. Alors, l'image de F, par définition, c'est l'ensemble de toutes les images des vecteurs de E. C'est-à-dire, si je l'écris de manière détaillée, c'est l'ensemble des f de U avec U appartenant à E. Et comme on a déjà vu ça avant, ça représente, c'est-à-dire cet ensemble-là, qui est l'ensemble de toutes les images des éléments de E par F, peut s'écrire aussi f de E. Alors, donc c'est la définition. Et donc cet ensemble admet un certain nombre de propriétés. La première propriété qu'on va démontrer, c'est que l'image de F est un sous-espace vectoriel de, à votre avis, de. Alors, l'image de F, c'est une partie de E ou de F? Et oui, c'est comme c'est un ensemble d'images, c'est une partie de F. Donc, image de F est un sous-espace vectoriel de F. Alors, on va démontrer ça. Démonstration. Et donc, il faut montrer d'abord qu'il est non vide. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il faut démontrer qu'elle est stable par addition ou par multiplication, ou bien tout simplement, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, il faut démontrer qu'elle est stable par combinaison linéaire. Vous avez l'habitude, on appuie sur pause, on cherche et on revient vers la vidéo. Voilà. Alors déjà, comment on peut démontrer qu'il est non vide? Il suffit de trouver un élément qui appartient à l'image de F. Tout simplement, on sait que F appartient à L de E vers F. Donc, d'après la condition nécessaire qu'on a vue, donc, F de 0E est égal à 0F. L'élément, le vecteur nul de F, je sais, grâce à ça, qu'il admet au moins un antécédent. Donc, c'est bien l'image, il est bien image d'un élément de E. Donc, le vecteur nul de F appartient bien à image de F. Et donc, ainsi, image de F est différent de vecteur nul, de l'ensemble vide, pardon. Alors ensuite, je vais prendre deux vecteurs qui appartiennent à image de F, et je prends lambda qui appartient à R, à K, et je vais démontrer que lambda, toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs appartiennent aussi à image de F. Donc soit V et V' appartenant à image de F, et puis lambda et lambda appartenant à K. Tout simplement, je vais traduire. Donc d'abord, je pose la question, est-ce que lambda V plus V', est-ce qu'il appartient à image de F? Voilà. Donc, je commence par traduire ce que ça veut dire V et V' appartenant à image de F. Donc, V et V' appartenant à image de F, ça veut dire qu'il existe un vecteur U et un vecteur U' appartenant cette fois-ci à E, tel que f de U est égal à f de U est égal à V et f de U' est égal à V'. Voilà. Et donc, ainsi, alors ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que V et V', comme ils appartiennent à image de F, ils sont tous les deux images d'un certain vecteur de E. Ou bien autrement dit, si je parle en termes d'application, ils admettent tous les deux un antécédent
dans E par l'application F. Et donc cet antécédent, c'est U pour V et c'est U' pour V'. Et donc quand je vais écrire le vecteur lambda V plus V', et bien V, je peux le remplacer par F de U, donc c'est égal à lambda F de U, plus, et V', je peux le remplacer par F de U'. Et là, je vois lambda fois F de U plus F de U', et je sais que F, c'est une application linéaire. Et donc, d'après sa définition, lambda F de U plus F de U', ça va être F de lambda U plus U'. Or, lambda U plus U', il appartient à E, puisque c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs de E. Et du coup, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que ce vecteur-là admet un antécédent par F, ou bien il est l'image d'un certain vecteur de E par F. Et donc, comme il est l'image d'un certain vecteur de E par F, alors il appartient à image de F. Donc, conclusion, lambda V plus V' appartient bien à image de F. Et du coup, ça montre que, donc, ainsi, image de F est un sous-espace vectoriel de F. Alors, vous voyez le schéma qui commence à se mettre en place. On a d'un côté une application linéaire d'un espace de départ vers un espace d'arrivée. On a déterminé le noyau et on a dit que ce noyau, c'est un sous-espace vectoriel de E, ça veut dire de l'espace de départ. Et puis, on vient de déterminer l'image, de définir l'image, et on vient de démontrer que cette image, elle est bien sûr, enfin cet ensemble-là, à son tour, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire l'ensemble F. Voilà. Alors du coup, on va passer à une deuxième proposition qui va nous confirmer encore ça. Et l'intérêt de cette proposition, c'est que en même temps, c'est une propriété de image de F, et en même temps, elle va vous donner une technique très efficace et très pratique pour déterminer cet ensemble. Vous avez remarqué que je n'ai pas encore donné d'exemple. Pour quelle raison? Eh bien, parce que j'attends tout simplement l'introduction de cette technique pour vous donner mon exemple sur cette technique-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, par contre, cette proposition ne s'applique que lorsque vous avez des espaces vectoriels de dimension finie. Mais là, il n'y a pas de problème. On travaille dans Km et Kn, donc c'est bien des espaces vectoriels de dimension finie. Donc, pour cette année, il n'y a aucun problème. Vous pouvez appliquer cette technique et appliquer cette proposition. Puis après, vous verrez quand vous passerez à des espaces vectoriels de dimension infinie, comment il faut procéder pour trouver image de F. Voilà. Donc, comme l'espace vectoriel est de dimension finie, il admet une base finie. Donc, on a dit que la dimension de E, c'est M. Donc, il admet une base qui va s'appeler E1, E2 jusqu'à EM. Et donc là, la proposition dit que l'image de F, c'est tout simplement le sous-espace vectoriel de F qui est engendré par F de E1, F de E2, F de EM. Voilà. Et du coup, bon, comme il s'écrit comme ça, ça veut dire que c'est un sous-espace vectoriel, donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Alors, on va démontrer cette proposition. Alors là, il s'agit de l'égalité de deux ensembles. Et vous savez bien, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, il faut démontrer la double inclusion. Donc, on va démontrer l'inclusion dans un sens, et puis après, on va la montrer dans l'autre sens. Et bien sûr, je dis « on », ça veut dire « vous d'abord », vous allez essayer de démontrer que image de F est inclus dans cet ensemble, et puis après, inversement, vous montrez que cet ensemble est inclus dans image de F. Donc là, je vais effacer, vous mettez sur pause, et on va se retrouver tout à l'heure pour vérifier ce que vous avez fait. Et même
si vous n'avez pas tout réussi, donc avec la correction, ne la regardez pas jusqu'au bout, essayez d'interrompre et puis de continuer une fois que vous avez les indications nécessaires. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par démontrer l'inclusion dans ce sens-là. Donc, image de f, est-ce qu'il est inclus dans vect de f de E1 jusqu'à f de EM. Voilà. Et donc, la technique, c'est toujours la même et n'a pas changé depuis le début de l'année. On utilise toujours cette technique. Pour montrer que cet ensemble est inclus dans celui-là, je prends un vecteur qui appartient à image de f. Alors, par, comment je vais dire ça, pour l'esthétique de la démonstration, un vecteur qui appartient à image de f, c'est un vecteur qui appartient à l'ensemble d'arrivées. Donc, on s'attend à ce qu'il ait un antécédent. Donc, on va l'appeler, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, soit je vais l'appeler v, soit je vais l'appeler y. Bon, alors tout à l'heure, j'ai appelé v, maintenant, je vais l'appeler y. Donc, soit y appartient à image de f. Donc, je prends un vecteur qui appartient à image de f. Et bien, comme tout à l'heure, ça veut dire quoi? Et ça, il faut savoir le traduire à chaque fois que vous avez un vecteur qui appartient à image de f. Automatiquement, il faut dire qu'il admet un antécédent dans E par f. Donc, cela implique qu'il existe un vecteur que je vais appeler x appartenant à E tel que f de x est égal à y. Alors, x appartient à E et x appartient à E et E1, EM, base de E. Alors, rappelez-vous, on avait dit qu'une base, eh bien, tout simplement, tout vecteur de E s'exprime de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base. Donc, il existe, cela implique, ou bien je dis donc, il existe un et un seul hémiplet alpha 1 jusqu'à alpha m appartenant à Km, tel que x est égal à alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha m EM. Voilà, donc x s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Et donc maintenant, je vais calculer f de x, c'est-à-dire y. Donc ainsi, y est égal à f. Alors au lieu de dire de x, je vais dire de alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha m EM. Et là, je sais que f, c'est une application linéaire, donc f d'une combinaison linéaire de vecteurs de E, c'est quoi? C'est une combinaison linéaire de leurs images. Donc là, ça va donner alpha 1 f de E1 plus alpha 2 f de E2 plus alpha m f de EM. Et du coup, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Ou bien qu'est-ce que je viens de voir? C'est que ce vecteur y, qui initialement appartient à image de f, c'est une combinaison linéaire des vecteurs f de E1, f de E2, jusqu'à f de EM. Donc, comme c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs, ça veut dire qu'il appartient à vecteur de f de E1, f de E2, f de EM. Donc, ainsi, donc, y appartient à vecteur de f de E1, pardon, f de E1, f de EM. Et du coup, on a l'inclusion dans ce premier sens. Donc là, je peux enlever le point d'interrogation et l'inclusion est confirmée. Maintenant, je vais passer
à l'autre inclusion. Alors toujours, si vous n'avez pas réussi la première, tentez au moins la deuxième. C'est-à-dire vous prenez un vecteur qui appartient à un vecteur f de E1, f de Em, et vous essayez de remonter dans l'autre sens. Mais faites-le de manière autonome. C'est-à-dire le plus important dans ces notions, ils sont un petit peu abstraites, mais de savoir les maîtriser, les écrire, et puis se les approprier. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que ça vient de vous et que vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train d'écrire. Ce n'est pas seulement le regarder comme ça. Il faut produire et passer à une phase active. Alors, maintenant, je fais l'inverse. Donc là, je pose d'abord la question, est-ce que vect de f de E1 jusqu'à f de Em, est-ce qu'il est inclus dans image de f? Alors, même chose. Bon, pour l'esthétique, un vecteur de cet ensemble-là, ou bien de ce sous-espace vectoriel, je vais l'appeler Y. Donc, Y appartient à vect de f de E1, f de Em. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce vecteur Y peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc, ça veut dire quoi? Je traduis. Donc, il existe, alors je ne vais pas donner les mêmes noms, je vais les appeler autrement. Il existe un certain lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda m. Et vous voyez la différence. Tout à l'heure, le alpha 1, alpha 2, alpha m était unique. Pourquoi? Parce que c'était une base. Maintenant, ça, c'est juste une famille génératrice, donc j'écris seulement « il existe ». Il faut vraiment de la précision et il faut mettre chaque chose dans son contexte. C'est ça le plus important en algèbre linéaire. Donc, il existe lambda 1, lambda 2, lambda m appartenant à Km, tel que y est égal à lambda 1, f de E1, plus lambda 2, f de E2, plus lambda m, f de Em. Et là, vous voyez, vous commencez à avoir l'habitude, cette propriété de linéarité, on utilise un coup dans ce sens-là, et puis une autre fois dans l'autre sens. Donc tout à l'heure, on l'a utilisé dans le sens où on a f d'une combinaison linéaire de vecteurs, enfin l'image d'une combinaison linéaire des vecteurs est égale à la combinaison linéaire des images de ces vecteurs. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a une combinaison linéaire des images de ce vecteur, donc ça fait f, ou bien ça fait l'image de leur combinaison linéaire. Donc c'est égal à f de lambda 1, E1, plus lambda m, Em. Or, ce vecteur-là, il appartient à quel espace? Il appartient à E. Et donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que y, c'est bien l'image d'un certain vecteur de E. Et donc, comme c'est l'image d'un certain vecteur de E, ça veut dire qu'il admet un antécédent par f, et donc, il appartient à l'image de f. Donc, voilà. Alors, comme, ou bien je dirais, or, lambda 1, E1 plus lambda m, Em, appartient à E, et y, c'est l'image d'un vecteur de E par f, donc y appartient à image de f. Voilà. Et du coup, ça y est, oui, j'avais même pas mis le point d'interrogation, donc c'est confirmé. Donc c'est bon, j'ai ça et j'ai ça. J'ai le double inclusion. Donc, conclusion, image de f est égale à vect de f de E1 jusqu'à f de Em. Et vous allez voir comment cette proposition va être d'une efficacité et d'une simplicité pour déterminer
pour déterminer cet ensemble image. Alors, on va donc, c'est le moment maintenant de donner des exemples. Alors, je vais vous donner 2 exemples, et puis bien sûr, c'est à vous de chercher pour chacun d'eux l'image de l'application linéaire en question. Alors, on va commencer par le premier. Allez. Exemple 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une application F de R3 vers R2. Donc, vous voyez, on est toujours dans le même contexte. Et donc, je pense même que c'est une application qu'on a déjà vue, qui a X, Y, Z associe X plus Y et puis Y plus Z. Et bien, tout simplement, il faut chercher image de F. Et bien, je vois R3, et donc la base la plus simple que je vais prendre dans R3, c'est la base canonique, c'est-à-dire les 3 vecteurs, vous savez, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et donc, je vais écrire tout simplement la proposition image de F est égale à vecteur de F. Alors, je vais les appeler E1, E2, E3. Généralement, on les appelle comme ça. S'il n'y a pas de confusion possible, sinon on peut changer les noms. Alors, et puis, ben, il faut calculer juste f de E1, f de E2, f de E3, et puis voir ce que ça donne. Et puis, ça va nous donner une famille génératrice de images de f. Alors, f de E1 est égal à f de 1, 0, 0. Et donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 plus 0 et 0 plus 0. Donc, ça fait 1, 0. Donc, ça fait le premier vecteur de la base canonique de R2, cette fois-ci. F de E2 égale à F de 0, 1, 0. Donc, ça va donner, ben, c'est simple, 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Et puis, F de E3 est égal à F de 0, 0, 1. Et du coup, 0 plus 0, ça fait 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Ben voilà les images. Donc, ce que je peux dire tout de suite, c'est que image de F égale à vecteur de F de E1. Enfin, F de E1, je peux le remplacer, ça fait 1, 0. 1, 1. Et puis 0, 1. Eh bien, j'ai une famille génératrice à 3 vecteurs. Alors, je peux m'arrêter là. Là, j'ai répondu à la question. C'est ça, image de F. Mais généralement, on cherche à dire mieux. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous rappelez, quand on a une famille génératrice, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, est-ce qu'il est libre? Et soit il est libre, donc c'est la victoire, on dit que, hop, c'est une base de l'ensemble en question, bien de l'espace en question. Par contre, s'il n'est pas libre, on va essayer de trouver le lien entre les vecteurs pour la réduire et pour arriver à trouver une base. J'espère que tout le monde se rappelle bien de cette technique. Voilà. Et bien là, il suffit d'observer, vous l'avez déjà vu, que ce vecteur est égal tout simplement à celui-là plus celui-là. Donc je dirais or 1, 1 égale à 1, 0 plus 0, 1. Et du coup, j'ai plus besoin de ce vecteur. Vous vous rappelez? Donc ainsi, image de F égale à vecteur de 1, 0 et de 0, 1. Voilà. Alors ces deux vecteurs, bien sûr, ne sont pas collinéaires. Donc là, j'ai une base de image de F. On peut là aussi s'arrêter à ce niveau-là et dire, c'est bon, j'ai donné une base, ma réponse est bonne. Mais on peut dire mieux.
qu'est-ce qu'on peut dire? J'entends déjà certaines voix. Voilà. Ici, quelle est la dimension de image de f? La dimension de image de f, c'est 2. Et image de f, c'est un sous-espace vectoriel de quel ensemble? Enfin, de quel espace? C'est un sous-espace vectoriel de R2. Donc, dimension de image de f est égale à 2 et image de f sous-espace vectoriel de R2. Donc, image de f est égale à R2. Voilà. Et là, d'ailleurs, bon, j'allais vous donner l'autre exemple, mais j'en profite. L'occasion est trop belle pour faire la transition avec la proposition 3. Qu'est-ce qu'il dit la proposition 3? Il dit tout simplement que f est surjective. Alors, il faut bien sûr revenir sur vos cours du premier semestre pour voir c'est quoi une application surjective. Alors, je le dis rapidement, c'est une application pour laquelle tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Ou bien, qui peut se dire aussi, qui peut se traduire, rappelez-vous, c'est F, c'est l'ensemble F de E, qui est d'ailleurs ça, est égal tout simplement à F, qui est égal à l'ensemble d'arrivée. Et bien là, on y est. Image de F qui représente F de R3, elle est égale à quoi? Elle est égale à R2. Donc, F est surjective. Donc là, j'ai un bon exemple pour visualiser cette proposition 3. Et là, j'ai une application qui est effectivement surjective. Voilà. Allez, je passe à l'autre exemple. Alors, l'exemple 2, c'est l'application G, cette fois-ci qui va de R2 vers R3. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. J'ai fait de R3 vers R2, et là maintenant je prends une application de R2 vers R3, qui a XY associé. Donc je choisis pour le moment des applications qui ont une structure assez simple. Donc tout simplement, je forme un triplet avec la somme des deux réels et puis les deux différences, c'est-à-dire x moins y et y moins x. Donc, pause et on essaie de chercher l'image de cette application. Alors bien entendu, vous pouvez le vérifier, cette application, c'est bien une application linéaire. Allez, je vous laisse chercher.